J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette discussion qui s'appelle Oh my God, je suis tanné d'en parler. Les enjeux raciaux dans les communautés littéraires queer au Québec. Avant de commencer, quelques remerciements. Merci à l'équipe de Fierté littéraire pour cette invitation et pour cet événement organisé à la va-vite comme ça. Valérie est ici. Voilà, merci à tout le monde d'être présent ici en si grand nombre et d'avoir bravé le froid. Cette discussion durera seulement 45 minutes, donc je vais commencer tout de suite pour qu'on ait assez de temps de discuter parce que je pense qu'on a des choses importantes à se dire. Je vais présenter d'abord les trois invités qui sont avec moi. J'ai dit trois, il y en a deux sur la scène, il y a une troisième qui arrive, elle enlève son manteau actuellement. Pas de stress, Valérie. Je vais lire les notices bêtement, là. Alors, Olivia Tapiero est écrivaine, elle est traductrice, elle est l'autrice des livres Les Murs, qui a gagné le prix Robert Clich en 2009 et finaliste au prix Senghor, Espace en 2012, Phototaxi en 2017, qui a été traduit en anglais, en Phototaxis en 2021, et Rien du tout, sorti en 2020, qui était finaliste au Grand Prix du Livre de Montréal et au prix du gouverneur général cette année. Félicitations, Olivia. On va laisser Valérie s'asseoir. Olivia a aussi co-dirigé le collectif Cher, paru en 2019 chez Triptyque avec Marie-Ève Blais. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Moebius et elle contribue à plusieurs revues. Merci, Olivia, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Valérie Bas, allô. Elle est une artiste bilingue, multidisciplinaire. En littérature, en photographie et en cinéma, elle s'intéresse aux résistances des personnes noires, queer et trans, ainsi qu'à l'inversion du parcours du noble héros hétéro. Il y a une parenthèse ici, il faut le lire. Son premier livre, Les Enragés, excellent livre, fait partie de la collection Les Martiales, collectif littéraire à parts égales, des éditions du Remue-Ménage. Merci Valérie d'avoir accepté l'invitation. Kama Lamakrel est, pour celles et ceux qui étaient ici tout à l'heure, ont déjà rencontré Kama, est artiste pluridisciplinaire, éducatrice, auteuriste, médiatrice culturelle et traductrice littéraire mauricienne qui vit au Canada. Sa pratique est ancrée dans les notions de justice, de bienveillance, d'amour, de décolonialité, d'hybridité, de cosmopolitisme, de guérison ancestrale et d'empowerment individuel et collectif. Bravo. Son recueil de poésie Hommes-Femmes, paru chez Metonymy Press, a été nommé Best Poetry Book par la CBC et Best Debut par le Globe and Mail. Était aussi finaliste pour le Quebec Writers Federation Concordia University First Book Award et le Writers Trust of Canada Dane Ogilvie Prize. La revue World Literature Today a décrit Hommes-Femmes comme un jalon historique dans la littérature mauricienne. Félicitations, Kama. En 2021, Kama s'est mérité le prix Joseph Westhofer du Conseil des arts du Canada pour artistes émergents, émergentes et à la mi-carrière en arts visuels. Kama, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, sans plus tarder, cette discussion a une histoire avant même qu'elle existe. C'est-à-dire qu'au départ, Denis Martin m'avait personnellement invité à organiser une discussion sur la diversité et l'inclusivité des personnes non blanches, des personnes racisées dans la littérature queer au Québec. Puis j'ai soupiré, j'avais pas vraiment envie de parler de ça. Puis je me suis demandé pourquoi j'ai comme pas envie de parler de ça alors que j'ai beaucoup parlé de ça dans le milieu littéraire. Et puis il y a eu divers événements qui ont précédé ça. J'avais été invité à une discussion sur la diversité par des organisations d'éditeurs et d'éditrices. On m'envoyait des questions, elles étaient problématiques. J'ai refusé. Il y a eu d'autres événements. J'ai refusé en fait parce qu'en même temps, il y avait d'autres événements littéraires à Montréal qui étaient sous le couvert de l'ouverture et discutons ensemble de la littérature et avec 100% des invités blancs et blanches. Et donc, je me disais, mais à quoi ça sert de parler de ces choses-là constamment, d'être invité encore et encore à parler de diversité, à parler d'inclusivité, à parler même de décolonisation du milieu d'édition, à donner des conseils et en même temps voir des événements qui n'ont rien appris de l'écoute qu'ils ont eu. Et donc, je me suis dit, au lieu de refuser bêtement, je vais accepter, mais demander à Denis Martin, je peux-tu faire un truc plutôt sur la fatigue qu'on a de parler de ces choses-là, et surtout essayer de parler avec des personnes non blanches, des personnes queer, des personnes racisées, des personnes aussi qui travaillent ou qui connaissent bien les milieux et anglophones et francophones, je vais y revenir,
pour parler de ça, parler de cette fatigue, parler du fait de pourquoi est-ce qu'on est un peu tanné de parler de ça, pourquoi est-ce que certaines d'entre nous ont arrêté d'accepter ces invitations-là. Et quelle est notre part de responsabilité? Comment est-ce qu'on peut défaire ces nœuds-là, débinariser aussi le discours sur l'inclusivité? Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter ces 3 merveilleuses personnes. J'ai écrit des questions, je leur ai envoyé. C'est 5 questions. On n'aura sûrement pas le temps de poser les 5, mais la première me semble la plus importante. Quand on vous invite à parler de ces choses-là, de diversité dans le milieu littéraire, de décolonisation du milieu de l'édition, d'inclusion des personnes qu'on dit issues de la diversité, qui est quand même une expression un peu problématique, comment est-ce que vous réagissez donc? Est-ce que, moi j'ai comme tenu pour acquis qu'on est tanné, mais est-ce que vous êtes tanné? En fait, peut-être que non. Est-ce que vous avez cette fatigue-là? Est-ce que vous la ressentez? Et quelles sont les conséquences de cette fatigue? J'irai dans l'ordre, Laure-Kama. OK. C'est marrant, en fait, parce que je ne reçois plus ce genre, on me demande plus d'en parler. C'est parce que j'en parle pas, j'imagine. En fait, pendant longtemps, moi, on plonge déjà dans la discussion du milieu anglophone et francophone. Pendant longtemps, j'ai évolué beaucoup plus dans le milieu anglophone. Et justement, il y a 5, 6, 7, 8 ans, on m'invitait souvent à parler des notions de diversité, de décolonialité, d'anti-oppression, etc. Et aussi du fait d'être trans, dans toutes sortes de contextes anglophones. Et il y a quelques années, en fait, j'ai arrêté. J'ai décidé. C'est marrant parce que même quand tu m'introduis, que tu dis genre Kama est écrivaine et aussi éducatrice, je suis devenue éducatrice parce qu'on me demandait d'éduquer. C'est une pratique d'éducation. Je l'ai commencé parce que j'avais ces invitations où j'étais là et l'idée c'était censé, je dois éduquer des gens. Au-delà de tout juste des interventions, j'ai aussi développé des outils pédagogiques, des ateliers, etc. Mais à un certain moment, pour moi, je me suis dit, si j'accepterai que des invitations où je peux parler de mon art. Donc maintenant, forcément, dans le contexte de mon art, je parle beaucoup de décolonialité, je parle beaucoup du corps racisé, je parle beaucoup du corps queer, etc. C'est sûr, ça forme partie de ma démarche, mais pour moi, je suis pas là comme une militante, je suis pas là comme activiste pour parler à des gens, je suis là comme artiste et j'ai envie de parler de mon art avant tout. Donc, ce qui fait qu'il y a quelques années de cela, j'ai commencé à dire non. J'ai tout juste commencé à dire non. Forcément, on a arrêté de m'inviter aussi, ce qui est tout à fait correct. J'allais dire non de toutes les manières. Et bizarrement, parce que moi, j'étais beaucoup plus dans le milieu anglophone, et ça fait quoi? Peut-être 3 ans à peu près, 2-3 ans que je commence à intégrer le milieu francophone. Et donc, ce qui fait que j'ai jamais eu cette demande du milieu francophone. D'ailleurs, de loin, toi en particulier, j'ai beaucoup admiré parce que je vois passer sur les réseaux sociaux, etc. Je suis genre, oh my God, regarde-moi, ces personnes racisées qui continuent à avoir cet engagement, alors que moi, je suis du genre, non, je suis pas là. Oui, quelque part, il y a une démarche pédagogique et d'éducation dans ce que je fais, mais je suis du genre, mais c'est pas l'essence de ce que je fais. J'ai vraiment envie d'honorer ma pratique artistique. J'ai envie d'être reconnu comme artiste. Et pour moi, la seule condition dans laquelle je veux bien parler de ces questions, c'est si on crée un espace d'inconfort. Si vous, en tant que personne qui m'écoutez, si l'organisation qui m'invite, si toutes les parties se disent « Ok, Kama, on t'invite et ce qu'on veut, c'est que tu crées un espace d'inconfort et qu'on va rester dans cet inconfort », là, je suis genre « Ok, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. » Mais sinon, pour une conversation de 30 minutes pour parler du racisme dans peu importe quel contexte, là, je suis genre « Not for me. » Ouais, je comprends. Olivia? Oui, moi, c'est une position que je comprends complètement et que je vois beaucoup d'artistes racisés, d'artistes queer qui vont tout de suite se faire comme réduire à ce qu'ils finissent par représenter pour un regard blanc. Et puis moi, la question que je me pose quand, par exemple, on m'invite, c'est, bon, qui pose la table? Et puis, est-ce que c'est des gens c'est toujours la question de l'exploitation, c'est-à-dire, est-ce que c'est un contexte qui va utiliser le fait qu'il inclut pour se dire on fait quelque chose et puis continuer, comme tu disais Nicolas, à faire des événements où c'est juste des personnes blanches, où on dit qu'on aborde les questions et où finalement les artistes qui vont être
représenter la diversité, comme tu le disais, Kama, pourront pas vraiment parler de leur démarche artistique, puis vont plutôt te parler de qu'est-ce qu'ils représentent dans un regard hétéro-blanc. Et puis ça, c'est pas très intéressant de se définir comme ça. Donc, j'ai aussi tendance à vraiment comprendre et à me placer idéologiquement du côté d'un retrait et de plutôt prioriser la création d'espaces où on peut aller vraiment plus loin dans la réflexion, puis dans la forme, etc. Ceci étant dit, je suis quand même quelqu'un qui bénéficie d'une proximité à la blancheur, et donc quand je vois qu'il y a ce genre de brèche-là, je veux pas non plus... Je sais que moi, je peux me permettre de dire des choses que d'autres ne peuvent pas se permettre de dire parce que sinon, elles vont se faire caster comme peut-être Angry Black Woman ou etc. Donc, j'ai beaucoup de conversations comme en coulisses pour trouver comment je me positionne, comment est-ce que je peux faire passer des messages justement d'inconfort et que c'est moi qui va recevoir le backlash puis pas une autre personne, mais que ça pourra bénéficier à d'autres personnes aussi. Donc, c'est aussi... J'hésite entre le retrait, la responsabilité et... ce qui est intéressant aussi, c'est que comme justement je bénéficie d'une certaine ambiguïté où les gens ne savent pas vraiment d'où je viens, ce que je représente, etc. Ils savent que je suis comme pas vraiment québécoise, mais il y a une espèce de flou et je vois à quel point ce flou affecte la façon dont on me lit. Et je vois aussi comment, quand je me situe plus explicitement comme quelqu'un issu de la diversité, qui n'a pas le même background que les autres, qui n'a pas le même rapport à la langue qu'une Québécoise pure souche, je vois que en fait, les gens vont me lire différemment et vont comprendre un peu mieux d'où je viens dans ma démarche, mais aussi que la conversation va être moins intéressante parce qu'on va chercher comme des précisions biographiques. Donc, j'ai cette fatigue-là pour répondre à ta question, mais ce n'est pas une fatigue personnelle où moi, je suis tannée d'en parler, mais je suis tannée qu'on soit dans ces mêmes questions qui tournent, puis que là, je regarde les conversations qu'on avait il y a 10 ans, il y a 15 ans, et de voir qu'il n'y a rien qui change, puis que c'est toujours, OK, est-ce qu'on inclut, mais nanana. Puis finalement, en fait, moi, les questions que je me pose, c'est qui bénéficie de ça, symboliquement? Qui bénéficie de ça économiquement? Est-ce qu'il y a des dynamiques d'exploitation? Et dans la mesure où il y a toujours une exploitation, est-ce que le message qu'on passe crée plus de bien que de mal? Et donc, pour moi, ça va dépendre du cas par cas. C'est ce qui fait que j'accepte ça ici, mais que, par exemple, au Salon du Livre ou dans un autre contexte, je ne serais comme pas du tout à l'aise de représenter ça. Il y a beaucoup de ficelles que j'ai envie de serrer, mais je vais laisser la parole à Valérie avant de continuer. Ouais. Mais vos réactions, je partage quelques-unes de vos démarches. Le long soupir, le retrait, la volonté de se recentrer sur sa pratique artistique. Je pense que... mais je dirais que je ne suis pas dans la position de toujours refuser. Je pense que très cyniquement, si j'accepte d'en parler ou d'aller dans certains forums, c'est pour arrondir mes fins du mois. Et je pense que là, ça parle d'un rapport de force là, que les institutions ont. Oui, et j'ajouterais aussi que ce que je remarque dans chacune de nos positions, c'est que c'est comme une certaine volonté de faire du world building, donc d'être moins dans la... et quand on parle de diversité ou de décoloniser, si et ça, il faut vraiment préciser de quoi on parle, parce que je pense que la question de décoloniser la littérature ou le milieu littéraire, c'est juste un abus de ce mot. C'est pas la décolonisation au sens propre. Ouais. Donc, pour moi, c'est des exercices qui tombent beaucoup dans la... Bon, c'est très, je pense, grosse caractéristique de ce pays et de ces institutions, c'est vraiment la culture de la consultation, passive aggressiveness. Les symboles, le symbolisme, c'est vraiment juste de la performance pure. Donc, je pense que, oui, le world building m'intéresse. C'est de recadrer, de revoir, de créer des structures comme, par exemple, les cosmologies que tu évoques dans ton travail, Kama, et puis tout ce que tu fais, Olivia. Et puis, bon, je vous laisse parler de votre travail. Je ne vais pas imposer ma vision là-dessus, mais je suis
je serais tellement intéressée à en parler. J'aimerais qu'on baigne encore plus dans notre refus et qu'on qu'on plonge dans cette question de world building. C'est vraiment brillant ce que tu dis. C'est important aussi de parler de ça, de cette culture-là de la performance qui instrumentalise beaucoup les gens et qui, dans mes questions, j'ai fait exprès d'énumérer plein de façons de nommer l'enjeu qui sont des façons de ne pas les nommer parce qu'effectivement, décolonisation du milieu d'édition, c'est une métaphore qui devient presque dépolitisée alors que la décolonisation a une histoire et qu'elle n'a rien à voir avec les petites maisons d'édition dans lesquelles on publie. Inclusivité, inclusion, diversité, ça ne veut vraiment pas dire la même chose. Ça n'implique pas les mêmes personnes non plus. Quand on parle de diversité et inclusion, les rapports de pouvoir ne sont pas les mêmes. Je suis vraiment d'accord avec vous. Et puis souvent, juste d'être invité pour parler de diversité ou d'inclusion, décolonisation, ça montre déjà le fait qu'on est un peu dépossédé du lieu auquel on devrait appartenir ou des lieux auxquels on voudrait appartenir. Ma deuxième question, justement, vise l'idée de l'espace parce que je trouve que vous avez parlé de construire des espaces inconfortables, des espaces d'échange, des espaces aussi plus bienveillants, respectueux, où les rapports de domination ne sont pas nécessairement ensemble, en tout cas assumés, dits, clairs. Qu'en est-il des espaces littéraires queer comme celui-ci? Moi, je me demande si, concrètement, si la conversation à propos de la diversité en littérature est abordée différemment, spécifiquement dans les milieux queer littéraires, si elle est abordée, point. Si elle est abordée différemment, voire mieux, ou en tout cas de façon plus égalitaire, ou plus respectueuse, ou plus politiquement engagée, que dans les milieux littéraires plus broad, disons, genre les salons du livre ou les institutions plus grandes qui ne nomment pas d'orientation sexuelle ou de relation au genre, donc qui sont très cis, hétéros, etc. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une conversation à ce propos? Et si oui, est-elle si différente? Comment est-elle différente? Est-ce qu'il y a des relations différentes, plus bienveillantes ou pas, etc.? Quels sont les possibles, les potentiels? Là? Comme vous voulez, mettons Olivia. OK. Mais pour moi, c'est un peu comme ce que disait Val, où tu dis que les termes se font comme corrompre et détourner. Et pour moi, c'est vraiment comme une logique de symbolisme passive-aggressive, mais aussi comme de marketing et de déculpabilisation. Et puis, je trouve que ça peut être à double tranchant. En même temps, des espaces queer littéraires, il n'y en a pas beaucoup, là, comme c'est la première fois qu'il y a ce salon ici, si je ne m'abuse, donc c'est quand même un peu trop tôt pour dire. Mais mon instinct, ça serait de ne pas baisser les gardes, parce qu'il y a tellement comme un whitewashing du queerness, où des personnes comme blanches, queer, vont sentir que comme, OK, ben, elles cochent la case de l'oppression puis de la diversité, fait que là, on va comme oublier toutes les personnes qui ont comme d'autres intersections qui les traversent. Donc, je trouve qu'il faut faire attention de se dire, de justement comme les événements tout blancs auxquels tu faisais allusion, il y avait comme beaucoup de personnes blanches queer là-dedans, et j'ai l'impression que vraiment ces gens-là pensent qu'ils ont accès à une diversité de points de vue. Donc, je trouve qu'il faut faire attention que comme the queerness doesn't absolve the racism. Puis que c'est pas à partir de cette condition-là qu'on s'arrête de penser. Au contraire, c'est à partir de cette position-là où on peut véritablement être solidaire, laisser de l'espace, etc. Ceci étant dit, comme il y a vraiment un travail immense, puis un travail d'humilité. Je pense par exemple à un espace comme la librairie Le Guélion, qui pour moi est un espace assez exemplaire de véritable ouverture. Parce que pour moi, c'est au-delà de « OK, on va inclure des personnes racisées dans notre truc queer », c'est les gens qu'on invite vont transformer la table à laquelle on les invite, plutôt que de se dire ça coche une case puis on en sort indemne. C'est que ça va vraiment remettre en question la structure, et donc ça prend des gens qui sont capables de remettre en question leur position, de voir comment ils peuvent être à la fois marginalisés et puis oppressants aussi. Et ça prend une capacité aussi à accepter les erreurs de parcours inévitables qu'on va faire et à pas se centrer comme l'ego et la culpabilité. Et je trouve que c'est souvent le cas dans des espaces queer où on va comme centrer genre un espèce de guilt qui finit par empêcher d'autres conversations d'avoir lieu. Donc, mais je suis comme quelqu'un d'assez méfiante en général aussi, donc c'est ça. C'est que tous les espaces queer ou pas peuvent créer aussi un genre de performance de la vertu, tu sais, hyper-vigilance de soi-même et qui devient une forme de domination de plus, finalement. Valérie?
Ah, oui, la méfiance, là, c'est aussi un de mes grands traits. Je pense que, oui, je cultive une paranoïa assez saine là, des institutions. Et puis, moi, quand j'entends milieu queer, automatiquement, je m'en vais vers les espaces privés. Moi, je parle de quoi, ma boîte de courriel, mon lit où je lis des auteurs queer. Et puis, quoi, des conversations intimes. Pour moi, le milieu institutionnel, ça vient avec d'autres... ouais, tout un bagage. Et puis... c'est ça. J'avoue que je suis, pour moi, les milieux, les institutionnels sont assez, je sais pas, je fréquente pas trop. Oui, parce que je pense que, pardon, je me rends compte qu'il y a une salle ici, puis je suis orientée vers le, donc, ouais, je laisse. Les 3 points, l'ellipse. Kama, toi qui as beaucoup plus transigé dans les milieux institutionnels. Je dirais que je suis... je sais pas trop, moi aussi, j'ai du mal à cerner à quoi ressemble le milieu littéraire queer, pour être spécifique, mais je peux parler de plusieurs milieux artistiques queer à travers différentes formes d'art, parce que j'ai l'impression que ça, je connais mieux dans un contexte québécois francophone. J'ai l'impression que le milieu queer littéraire peut-être se construit encore. Personnellement, moi, je suis aussi cynique. J'ai pas ma première réaction n'est pas une réaction de confiance, en fait. Et pour moi, c'est justement ça. Je trouvais intéressant quand tu parlais de Le Guélion, par exemple. Je me dis, ah oui, mais ça, c'est un espace où je me sens en confiance, où je sens que toute l'intégrité de moi peut exister quand je suis dans cet espace. Voilà pourquoi j'aime collaborer avec Le Guélion, par exemple. Pour moi, il y a toujours... Si Le Guélion m'invite pour parler du racisme, je veux dire oui tout de suite. C'est par exemple, parce que je sais que c'est complexe, je sais que je ne suis pas tokenisé, je sais que toute ma complexité, dans toutes mes identités, mes vécus, seront honorés dans cet espace. Mais de mon expérience très personnelle, je suis arrivé à Montréal maintenant il y a 10 ans. Je suis arrivé en 2011 et j'étais dans une petite ville de l'Ontario avant ça. Et moi, on m'avait un peu vendu dans mon imaginaire, on m'avait un peu vendu Montréal comme cette espèce de paradis queer dans lequel j'allais atterrir avec le Pink Bloc, etc. Radical Queer Semaine, il y avait tellement de trucs. La radicalité queer, c'était il y a 10 ans, là. Donc la radicalité queer, c'était tellement important. C'est genre, dans le contexte canadien, c'est à Montréal que ça se passe. Tu sais, moi, j'étais dans l'Ontario. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, je me suis tourné dans les milieux queer et grassroots qui émergeaient à l'époque. Mais franchement, c'est des espaces complètement blancs où j'ai vécu énormément de racisme. Et j'ai quitté ces espaces au bout de même pas un an. C'est là où je me suis mise à créer mes propres espaces. Donc moi, quand on me dit un milieu littéraire queer ou un milieu artistique queer, ma première réaction n'est pas une réaction de confiance. Ma première réaction est une réaction assez cynique. Je pense aussi qu'il se passe un truc intéressant, spécifiquement dans le milieu artistique et littéraire québécois en ce moment, où tout ce qui est queer est quand même pas mal hot en ce moment. Tu sais, je veux dire, Lettre québécoise a fait l'édition sur le queer récemment, je veux dire, dans la performance. Donc il y a un peu cette espèce de... C'est genre... On voit beaucoup de radicalité dans le queer en ce moment. Ça prend beaucoup d'espace, mais je suis genre... C'est quand même très blanc de mon expérience. Ouais. Et je ne sais pas à quel point est-ce que l'engagement est approfondi. Donc, je suis sur mes gardes, je dirais. Olivia? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Kama, quand tu parlais de, par exemple, être dans le Guélion, puis que là, toutes les parcelles de toi peuvent exister, tout ce que tu es peut être là. Et ça me fait penser à, en fait, même les mots qu'on utilise pour parler de ce dont on parle. Juste dire le milieu... Ouais. Pour moi, à partir du moment où tu dis le milieu, ça veut dire que tu es en train de créer une marge. Comme déjà, tu me parles d'un milieu, je vais pas faire confiance. Mais par contre, tu me parles de comme un groupe d'amis qui parlent en privé, puis que là, eux, ils ont comme spoté tel artiste qui est intéressé à peut-être faire quelque chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus souterrain, puis tu disais que tu avais comme trouvé quelque chose un peu dans le grassroots, puis toi, tu me parlais de ton lit, puis ta boîte courriel. Et je pense que les espaces queer radicaux, ils sont là parce parce que dès qu'ils apparaissent, ils se font comme corrompre ou ils risquent de se faire récupérer. Et je pense qu'il y a une beauté qui est dans le fait que comme c'est pas un refus, mais c'est accepter de pas apparaître et de pas pour se protéger et pour tisser des liens. Et éventuellement, il y a quelque chose
qui va sortir et qui sera peut-être plus dans un milieu. Mais c'est ça, c'était juste une remarque par rapport à la base, tout ce qui est queer, c'est marginal. Donc, est-ce qu'on peut même parler d'un milieu queer, tu sais? Mais c'est intéressant ce que vous dites, je trouve, parce que, tu sais, Valérie, tu parlais du privé, puis j'ai aimé ça que tu parles du privé, mais vraiment de l'extrême privé, voire de la solitude, tu sais, de moi et ma boîte courriel, moi et les livres, c'est moi seul dans l'espace, avec tous ces objets qui médiatisent le monde extérieur, littéraire, etc. Et que, comment tu parles de tous ces lieux-là, qui sont des lieux publics, qui sont des institutions, j'ai l'impression que c'est le propre des personnes queer, que d'avoir toujours, tu sais, tantôt, Olivia, tu parlais de refus, mais aussi responsabilité. Fait que j'ai l'impression que c'est ça, c'est le truc des personnes queer, d'avoir toujours à négocier entre ce qui est out et in, entre dehors du placard et dans le placard, entre ce que je dis pour m'émanciper et ce que je garde pour moi, pour pas écraser les autres avec mon émancipation, parce que l'idée, c'est pas non plus d'invisibiliser et de dominer les personnes qui restent dans le placard et qui désirent y rester pour toutes sortes de raisons, peu importe pourquoi. T'sais. J'ai l'impression que les personnes queer sont toujours en train de négocier ça. Et dans les milieux queer, on doit aussi négocier ce qui est de l'ordre de milieu politique, milieu collectif, extérieur, et aussi mes amis, mon réseau, ma boîte courriel, mes livres, les artistes que j'aime et qui ne savent pas que je les aime. Fait que je trouve cette négociation-là est intéressante. Je me demande qu'est-ce que ça fait quand on croise cette négociation-là avec l'idée des questions raciales. Comment après ça, lorsque tu es une personne non blanche, une personne racisée qui se trouve à négocier ça, dans des milieux queer, doit en plus négocier aussi le safe space entre personnes racisées et appartenir à des réseaux de soutien qui, parfois, peuvent exclure la question raciale ou qui peuvent être juste blancs. Parce que parfois, c'est salutaire, ces milieux-là, quand même, jusqu'à ce que ce ne soit plus. Jusqu'à temps qu'on veuille croiser la question raciale, puis on n'y arrive pas. En tout cas, moi, je trouve que cette négociation-là est vraiment difficile, peu importe où on se trouve. Je change de sujet un peu, mais pas tant parce qu'on n'arrête pas de revenir à ça sans le dire frontalement. Il y a le mythe des milieux littéraires anglophones et des milieux littéraires francophones comme deux choses très séparées, comme si on ne se parlait pas. Je dis « on » parce qu'on est devant une table de personnes bilingues, de personnes qui ont travaillé dans ces deux milieux-là. Et il y a le mythe du milieu anglophone littéraire, comme notamment les milieux queer anglophones littéraires et culturels, je dirais, effectivement, Caman, c'est pas juste littéraire, qui serait, en tout cas, dans le milieu francophone, on dit beaucoup ça, qui serait plus attentif aux questions raciales, qui serait plus attentif à éviter de dominer les personnes non blanches, beaucoup plus inclusif, parfois même plus prompt à aborder ces questions-là et même à s'engager dans des luttes antiracistes, plus que les milieux francophones. Et il y a beaucoup de personnes anglophones qui trouvent que le milieu francophone québécois, surtout littéraire, est plutôt blanc, plutôt nationaliste même, plutôt conservateur, plutôt traditionnel, tout ça. Est-ce que ce mythe-là existe, vu que vous trois, vous avez aussi transigé dans les milieux culturels anglophones? Est-ce que ce mythe-là est vrai? Et s'il est vrai, qu'est-ce que ça... Pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction-là? Pourquoi est-ce qu'il y a cette binarité-là? Et à l'inverse, moi, je sais que moi-même, je pose une question qui reconduit la binarité, là. Si c'est faux, si c'est un construit, pourquoi est-ce qu'on a construit cette binarité-là? Qu'est-ce qu'elle dit de nos différents milieux? Qu'est-ce qu'elle dit des personnes queer? Grosse question. Les deux, on a des choses à dire. OK, je vais essayer de faire pas trop long. J'ai deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que les mythes ont des fonctions et que la fonction de se dire le milieu anglophone est plus woke, est plus ouvert, est plus nanana, c'est une façon de dire que c'est pas des problèmes qui affectent la francophonie et que c'est même des problèmes américains qu'on aurait importés, etc. Et c'est quelque chose qu'on voit énormément avec tout le délire autour du mot woke et des choses comme ça. Donc c'est extrêmement dangereux d'avoir ces divisions-là. Et ces divisions-là, elles ont une fonction très claire, c'est-à-dire que c'est une fonction de désolidarisation parce qu'en fait, il y a des personnes queer puis racisées de tous les côtés, mais que là, ça a créé le mythe comme que c'est des problèmes qui sont importés de l'étranger. Ce qui est vraiment intéressant, comme petite leçon d'histoire de la philosophie, c'est que, par exemple, comme la théorisation, parce qu'évidemment, tout ce qui est comme gender bending, etc., c'est des choses comme ancestrales, et puis ça n'a pas attendu Judith Butler, là. Mais mettons, en termes du discours mainstream, Judith Butler, elle a été super influencée par
la French Theory. Donc, à la base, c'est des notions de comme performativité du genre qui viennent de la traduction de déconstruction française comme Derrida, Sizzou, etc. Judith Butler, elle prend ça de la France. Aux États-Unis, on lui a dit « Mais tu importes des problèmes de francophones dans notre queer, et qu'est-ce que tu viens faire ?» Et puis là, maintenant, les francophones, ça a tellement été américanisé que maintenant, les francophones disent « Ah non, mais c'est un problème d'anglo », alors qu'à la base... Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans le milieu anglophone, on a beaucoup plus de mots pour parler de réalité, parce que c'est des pensées qui ont été développées en anglais. Donc, c'est tout de suite vu comme des pensées étrangères, alors qu'à la base, ça vient comme de la France, genre, ou pas à la base, ça vient de la France, mais que dans le discours théorique, il y a eu comme plusieurs passages, plusieurs traductions. C'est énormément lié à l'histoire de la traduction aussi, comme l'histoire des discours queer et de leur évolution. Donc je trouve ça juste intéressant qu'on ait tendance à dire, OK, ben non, c'est les anglos, c'est les franco, alors que c'est tellement plus complexe que ça et on a tendance à effacer ces histoires-là. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je vais partager 2 trucs. Un, je pense, étant donné qu'on parle du milieu littéraire en particulier, donc ce qui fait qu'on travaille dans le langage, je pense que le nationalisme québécois s'articule à travers la politique du langage. C'est vraiment comme ça. Et moi, je l'ai vécu en tant que personne francophone qui est arrivée ici, où on me disait « Mais non, tu vis pas de racisme ici, toi, t'es francophone. » Et là, je suis genre... Je parle pas, c'est pas... Quoi? C'était vraiment des moments... On me l'a dit tellement de fois. Je veux dire, tellement de fois, quand j'essayais de parler de racisme, on me disait « Mais t'es francophone. » Donc, je pense que la politique nationaliste s'articule à travers le langage. Il y a tellement d'enjeux par rapport au langage. Je veux dire, oh mon Dieu, le pronom « yel », pourquoi? On le voit tellement, ça a été très, très dans les médias en ce moment. Donc, à tous les niveaux, la politique nationaliste, donc le nationalisme s'articule à travers le langage. Et je pense que ça impacte. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr, dans le milieu littéraire ou d'une manière générale dans le milieu de la culture québécoise francophone. On ne peut pas nier cette relation, donc ce qui est une partie. Mais ça ne veut pas dire... Et de l'autre côté, quand on parle du milieu d'anglophone, et ça c'est la partie que peut-être que j'ai envie de démystifier, dans le sens que oui, je parle de mon expérience, je dirais oui, il y a beaucoup plus d'ouverture, on a beaucoup plus de langage pour nommer les diversités dans leur multiplicité, etc. Il y a un enjeu différemment politique, mais je tiens à dire que s'il y a cela dans le milieu anglophone, c'est parce que c'est des personnes racisées qui ont changé les mouvements ou qui ont l'idée des mouvements. C'est des personnes racisées qui ont commencé leur propre maison d'édition. C'est des personnes autochtones et racisées qui ont commencé leur propre institution. Tu sais, c'est pas... Le milieu anglophone n'existe pas de cette manière. Genre, elle est plus... Oui, je pense, de mon expérience ayant navigué les deux, je pense que oui, il y a une certaine ouverture, mais cette ouverture ne vient pas d'une générosité des institutions qui, du jour au lendemain, se sont dit, on va se servir du terme « people of color ». Tu sais, tout ce leadership vient de personnes racisées qui étaient directement impactées dans leur expérience de vie, qui ensuite ont commencé à changer les structures. Donc, tu sais, et pour que ça ait lieu, et je pense qu'on est un peu là, dans un contexte francophone, selon moi, que, tu sais, maintenant, il y a un peu qu'on se met à... On se met à revendiquer plus, on se met à prendre parole plus, mais, tu sais, mais la structure du leadership, elle ne change pas, là. On le dit encore, mais si vous êtes racisé, allez publier chez Mémoire d'Encrier. Je veux dire, on nous le dit tellement, là, que... tu sais, mais c'est qui a le contrôle? C'est qui a le pouvoir? C'est qui est à la tête? Ça n'a pas encore changé. Je pense que ça commence à changer parce qu'il y a d'autres initiatives indépendantes, grassroots, etc. Mais je pense que c'est important de ne pas toujours dire ça c'était anglophone. Oui, c'est anglophone, mais c'est surtout des personnes racisées anglophones qui ont fait que ça a changé. Valérie? Mais j'ai beaucoup aimé vos points là sur... J'absorbe. Oui, absolument. Et quand je pense à cette binarité anglo-franco, je pense que là, il y a comme quelque part, on dirait que dans ce contexte-ci, l'anglophonie, la francophonie se positionne comme identité culturelle presque. Et ça me... je prends beaucoup de recul par rapport à ça parce que je pense que il y a tellement de fluidité dans surtout nos identités. Je pense que
j'attends toujours, et je suis très préoccupée la construction d'un vocabulaire ou d'une langue au-delà de French, English. Je pense même qu'il y a de l'espace pour juste écarter le origin story de j'ai grandi dans le milieu francophone et tout ce qui vient avec. Je pense que là, je touche à un bagage un peu douloureux, là, mais je pense que ayant vécu entre les deux langues, je vois absolument comment des deux côtés, les mêmes stratégies ont été employées dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire pour vraiment juste étouffer des langues beaucoup plus ancrées dans un au-delà là, que j'essaie d'accéder, auquel j'essaie d'accéder. Oui, c'est bien de le préciser parce que ce mythe-là, j'ai l'impression qu'il existe malgré le fait que dans ces deux milieux-là, s'il faut parler de deux milieux, là, s'il faut binariser les affaires, le racisme existe de toute façon. Puis on étouffe aussi des personnes racisées, puis toutes sortes de personnes, en fait, des personnes minorisées, puis on étouffe des langues, on étouffe des cultures, ça c'est clair, en anglais et en français, même si en anglais ça a l'air plus woke, tu sais. Effectivement, c'est bien de le préciser, merci. On a encore un peu de temps. J'irai avec... il me reste deux questions, il faut que je choisisse entre les deux. En fait, je vais poser les deux en une. Parce que tantôt, Kama, tu as parlé d'éducation. Puis, c'est vrai que souvent, dans ce type d'événement-là, on est amené à éduquer les gens. Valérie, tu as parlé de la culture de la consultation. Puis c'est vrai que, je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais moi, ça m'est arrivé plus d'une fois d'être invité à être consultant sur les questions de diversité pour des institutions, ou des organismes ou des associations. Parfois, j'ai accepté, parfois, j'ai refusé, puis parfois, j'ai accepté pour des raisons pécuniaires, pour des raisons genre j'ai besoin de sous. Puis parfois, c'était parce que je sentais qu'il y avait un accueil et ça s'est jamais bien passé. Jamais. Ça s'est toujours passé avec un peu de deuil à faire par la suite. Et donc, je me demande comment fonctionne cette dialectique-là de l'éducation quand on doit éduquer les gens parce que tout d'un coup, on se retrouve dans cette situation-là versus quand nous, on décide de développer des pratiques d'éducation qui nous sied à nous et aux communautés auxquelles on veut s'adresser. Et donc, je me demande qu'est-ce qu'on peut attendre des institutions. Et quand je parle d'institutions, je ne parle pas juste des conseils des arts et des salons, je parle aussi des maisons d'édition, je parle aussi des revues, je parle de tous les lieux culturels dans lesquels on peut transiger. Et qu'est-ce qu'en l'inverse, nous, personnes racisées, personnes impliquées dans ces milieux-là, personnes qui écrivons et qui avons aussi besoin un peu de ces institutions-là parce qu'on publie dans des maisons d'édition, on va dans des lieux comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les limites de notre responsabilité, etc. C'est une grosse question que je vous pose, mais en fait, je vous demande de voir comment est-ce que vous, personnellement, vous négociez ça, un peu refus, responsabilité, et aussi en incluant la question d'éducation là-dedans, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre, malgré tout. Valérie? Tu veux commencer? OK. Et si j'ai bien compris la question, c'est mes recommandations aux institutions, c'est Non, en fait, okay. Oui, si tu veux, mais en fait, est-ce que tu attends quelque chose d'institution et en même temps, toi, ta réflexion par rapport à ces institutions-là, comment en fait tu négocies la question de l'éducation? Est-ce que tu veux éduquer des institutions ou des gens et comment tu y arrives si tu veux le faire ou si tu t'enfermes dans ton espace privé? Ah non, j'ai pas du tout envie de éduquer les institutions, mais je pense que ce serait intéressant de développer un genre de calcul pour faire en sorte que le moment où les institutions demandent ce genre de labor aux personnes racisées, qu'il y ait comme genre de, je sais pas, 2 ans au moins de loyer là, pour rentabiliser ça. Ouais, oui, littéralement. C'est ça. Je sais pas, je veux juste vivre. Je veux vivre et je veux m'épanouir, travailler sur les questions qui me préoccupent. Et puis, je suis pas... Non, je pense pas que... Je pense pas.
OK. Comme ça, tu peux finir en beauté. Pour moi, cette question-là, donc, moi, je n'ai plus de patience pour les individus et les institutions qui font leur processus d'apprentissage en public, en continuant à se faire financer et en commettant des torts au fur et à mesure qu'ils apprennent, sous prétexte qu'ils apprennent, alors que tu as des gens qui n'ont même pas encore eu l'opportunité de prendre la parole pour parler de leur vie. Donc, pour moi, cette question-là, c'est là où le refus devient la responsabilité. Parce que sinon, c'est comme cette culture de consultation dont tu parlais, pour moi, ça devient du enabling, d'être comme, OK, une personne blanche veut écrire un truc sur une histoire qui se passe à Tombouctou, puis là, il y a des noirs et des blancs. Et là, la personne blanche va demander à une personne noire de faire du labor sous-payé, traumatisant, pour dire que le truc est problématique, et puis va continuer à faire le truc anyways. Donc pour moi, c'est là où je dis comme il faut refuser, parce que ces personnes-là n'ont pas d'affaire à raconter ces histoires-là, puis elles devraient céder leur place et céder leur bourse. Pour moi, c'est marrant. D'abord, vous avez nommé ça et je tiens à le dire parce que c'est vrai que je suis maintenant dans ma vie dans une position privilégiée. Parce que c'est vrai qu'il y avait un bout de temps où je donnais 4 ateliers d'anti-oppression par semaine parce que j'en avais besoin pour payer mon loyer. Et je pense qu'il y a quand même cette réalité dans le sens que souvent, on le fait parce qu'on a besoin de payer notre loyer. Et pour moi, il y avait toujours cette réflexion sur genre, mais ça ne paye pas ma thérapie. C'est quoi? Je pense que la réflexion vraiment de l'aftercare, parce qu'il y a des moments où je donne des ateliers là, c'est genre, je suis incapable de quitter mon lit pendant 2 jours. Ouais, c'est ça. Et t'es genre, t'en prends dans ce sens-là. Pour moi, en fait, au bout du compte, je m'intéresse au développement des outils pédagogiques. J'ai fait ça à long terme. J'étais dans le communautaire à temps plein pendant 5 ans, où c'est tout ce que je faisais de l'éducation populaire sur la justice migrante et l'antiracisme. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Maintenant, c'est différent. Ma relation, j'en fais toujours, mais ma relation est différente. Donc, par exemple, là, je travaille avec Espace Perrault, qui est un espace chorégraphique, et qui est une institution de longue date qui est là, qui est dans cette réflexion par rapport à la question de la décolonialité. Mais c'était du genre, Kama, on t'invite, voilà ce qu'on va te payer à l'heure, et tu as carte blanche pendant 1 an. Je travaille avec Articule aussi, qui est un centre d'artistes autogérés qui, selon moi, fait des trucs vraiment intéressants par rapport à toute cette notion de décolonialité, de race, d'accessibilité, d'équité, etc. Mais j'ai accompagné Articule pendant 2 ans et demi. C'était un accompagnement de 2 ans et demi. Donc, moi, dans cette notion d'éducation, ce qui m'intéresse plus, c'est de tout juste me présenter et de donner un atelier de 3 heures. Là, je suis genre, non. Déverser du savoir et voilà, après ça, tu ne sais pas ce qu'ils font avec ça. Donc ça, c'est une partie. Et la deuxième partie, pour moi, c'est l'éducation émotionnelle. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris au début, quand j'ai commencé à faire de l'éducation populaire. J'ai réalisé que ce qu'on donnait, c'était des outils intellectuels. Voilà ce que c'est le racisme systémique, voilà ce que c'est le structurel, voilà comment le changer, etc. Mais en fait, on outille, oui, avec des structures, avec du langage, mais au-delà, de mon expérience, c'est que les personnes, organismes, institutions ne savaient pas quoi faire avec. D'où, maintenant, quand je fais ce genre de travail, je commence toujours avec la notion de l'inconfort. Je pense que cette éducation doit aussi être une éducation émotionnelle, en fait. C'est une traversée pour que l'institution ou même la personne individuelle puisse changer ou se transformer. C'est une traversée émotionnelle. Et dans mon éducation, moi, je veux outiller pour ce travail spirituel et émotionnel et moins pour, voilà les outils. Donc, c'est les contextes dans lesquels je fais encore ce travail, mais il faut que ce soit à long terme et il faut que ce soit au-delà de « OK, je vais regarder c'est quoi votre politique d'équité et je vais vous donner des recommandations là-dessus. » Je suis genre « Non, on fait le travail émotionnel ensemble si on va le faire. » Ouais, c'est comme vraiment demander aux autres de s'engager avec soi parce que sinon, c'est pas... Excellent. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Si je voulais avoir du temps pour des questions du public, mais finalement, on n'a pas le temps. Si vous voulez nous poser des questions, je pense qu'on va hang around encore un petit peu. Donc, on va être ici, là, si vous voulez nous parler. Merci de tout cœur pour votre attention. C'était vraiment le fun de vous avoir. Et merci à la gang du salon. Bon salon, tout le monde. Merci à vous.